chiffres, à fouiller les colonnes de chiffres, à poser des questions, à rappeler le gouvernement à l'ordre. Yves Giroux, vous êtes l'ex-directeur parlementaire du budget. Bienvenue à l'émission. Merci, M. Zappa. 7 ans à poser des questions, à vous assurer que les chiffres qu'on donne aux citoyens, ce sont les bons chiffres. J'ai envie de vous poser comme première question, faites-vous confiance aux politiciens? Avez-vous une question plus facile pour commencer? Oui, en général, je fais confiance aux politiciens, en bonne partie parce que la plupart d'entre eux et d'entre elles veulent faire de leur mieux pour assurer le bien du pays et parce qu'ils sont, en général, épaulés par des fonctionnaires de carrière, des gens professionnels. Donc, oui, j'ai tendance à donner le bénéfice du doute aux fonctionnaires, mais il faut toujours vérifier... Parce qu'ils peuvent jouer avec les chiffres. Exactement. Il y a une vieille maxime qui dit faire confiance, mais vérifier. Et je crois que ça s'applique très bien lorsqu'il est question de finances publiques. Vous les surveillez, vous revoyez leurs calculs parfois, vous émettez aussi des points de vue. Les ministres des Finances au Canada, les ministres libéraux que vous avez surveillés, ne vous ont pas vraiment aimé, M. Giroux. J'ai pas eu beaucoup de cartes de Noël de leur part et je n'ai pas été invité à beaucoup de parties des fêtes de leur part non plus. Mais c'est normal, quand on est le chien de garde des finances publiques, c'est tout à fait normal que le ou la ministre des Finances ne soit pas toujours d'accord avec nous et n'aime pas toujours non plus se faire reprendre ou se faire questionner sur le travail qu'ils ou elles font. Vous êtes quelqu'un qui avait un regard très affûté sur l'état des finances publiques. Probablement la meilleure personne au pays pour répondre à la question suivante. Comment expliquer que les déficits ont explosé, mais que les gens qui nous regardent en ont moins pour leur argent en termes de qualité et de quantité de services au pays? C'est une très, très bonne question. On a vu un accroissement du nombre de programmes qui sont offerts par le gouvernement fédéral, ce qui est mon domaine d'expertise. Donc, plusieurs nouveaux programmes, les garderies à 10 un programme d'assurance médicaments, d'assurance dentaire et plein d'autres programmes. Ça s'est mis en œuvre par l'embauche de dizaines de milliers de fonctionnaires. Donc, beaucoup de nouveaux programmes avec des nouveaux fonctionnaires, mais on n'a pas porté beaucoup d'attention aux programmes actuels et à la prestation de services de base, en bonne partie parce que c'est assez monotone pour un politicien d'annoncer qu'on va maintenir l'intégrité des services publics et qu'on va s'assurer de maintenir le niveau de service actuel. Donc, c'est souvent perçu comme des dépenses qui ne rapportent pas grand-chose du point de vue du crédit politique. Améliorer le service des passeports versus annoncer un nouveau programme pour aider les gens à payer le dentiste. Je comprends bien où vous voulez en venir. Comment fait-on pour être optimiste au Canada avec les indicateurs économiques qui sont sur le tableau de bord en ce moment? Je vois le chômage qui explose, surtout chez les jeunes, les nouveaux arrivants, le PIB qui est en recul, les investissements de nos entreprises qui sont en fort recul au dernier trimestre, les gens qui souffrent de l'inflation. Est-ce que vous qui avez ce regard omniscient sur l'économie, êtes optimiste ou trouvez une façon de voir le verre d'eau à moitié plein? Il faut pour ça, pour dégager un peu d'optimisme, il faut se comparer avec d'autres pays. Par exemple, si on se compare avec les États-Unis, leur situation budgétaire est bien moins solide que la nôtre. Si on se compare avec la France, par exemple, là encore, leur situation budgétaire est beaucoup moins solide que la nôtre. Même chose avec le Japon. Par contre, si on se regarde ici, on peut s'inquiéter sur la direction des finances publiques. Surtout quand on entend le gouvernement actuel, au niveau fédéral, dire qu'on va faire de l'austérité, mais en même temps des investissements. C'est difficile d'être au régime, mais en même temps de s'empiffrer. On ne peut pas faire les deux choses en même temps. Donc, ça laisse à penser qu'il va avoir des choses qui vont devoir être abandonnées. On ne peut pas faire de l'austérité, mais investir massivement. Donc, cette partie-là m'inquiète, surtout en l'absence de budget. Donc, le dernier budget, c'était en avril 2024. Ça semble très loin. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Donc, on a vraiment besoin de voir un budget pour avoir une meilleure idée de la direction des finances publiques au niveau fédéral. Vous avez évoqué les investissements qu'a annoncé Mark Carney en vue d'un éventuel budget. Un de ces investissements-là, c'est dans Maison Canada, la nouvelle société qui va chapeauter la construction de logements au pays pour les rendre plus abordables. Vous avez estimé récemment que ça prenait 3,2 millions de logements au Canada d'ici 2035 pour calmer un peu le marché. Est-ce que c'est réaliste de construire autant de logements d'ici 10 ans? C'est réaliste, oui et non. Ça dépend des efforts qui vont être faits, non seulement par le gouvernement fédéral, mais par l'ensemble des gouvernements. Parce que construire des logements, le gouvernement fédéral peut aider, mais ce n'est pas des fonctionnaires fédéraux qui construisent des maisons. C'est des entrepreneurs, c'est des promoteurs locaux.
qui sont aidés ou ralentis par la réglementation municipale et provinciale. Donc, c'est un effort qui va exiger beaucoup de travail de la part des divers niveaux de gouvernement. Et le fédéral peut faire sa part, peut avoir des objectifs ambitieux, mais si les municipalités continuent de mettre des restrictions en place et si on continue à faire face à des pénuries de main-d'œuvre, ça va être un objectif qui ne sera pas réalisé. Vous évoquez la pénurie de main-d'œuvre. On en parle de moins en moins. Le marché du travail est moins tendu qu'il ne l'était il y a 2 ans. Et il y a bien des observateurs, entre autres les analystes des banques. Je pense à Jimmy Jean de Desjardins ce matin qui arrivait avec un rapport et qui nous dit s'il y a autant de chômage, entre autres chez les nouveaux arrivants et chez les jeunes, c'est parce que le boom démographique a été tel, c'est parce qu'on a accueilli tellement d'immigrants qu'à un moment donné, la croissance économique n'est pas assez forte pour permettre à tout ce monde-là qui est débarqué au Canada d'avoir un emploi et de belles possibilités. À quel point l'immigration est responsable des problèmes sociaux qu'on vit au Canada en ce moment? Je parle de crise du logement, de pression sur les services publics. À quel point ça pèse dans la balance? Bien, c'est certain que lorsqu'on admet des centaines de milliers de nouveaux arrivants, ça met une pression importante sur les besoins en logement. Donc, c'était prévisible lorsque le gouvernement fédéral a ouvert les portes à des centaines de milliers de travailleurs temporaires, de réfugiés, d'immigrants permanents. C'était certain que c'était pour mettre de la pression sur le logement et d'autres services publics. Ce qu'on a entendu depuis quelques mois, c'est un désir de resserrer l'immigration, de réduire le nombre de travailleurs temporaires. Donc, si ces paroles-là sont suivies par des gestes concrets et par une réduction effective du nombre de travailleurs temporaires, ça va atténuer un peu la pression sur le marché du travail. Mais dans les rapports que mon ancien bureau a fait au cours des derniers mois, on voit qu'il y a beaucoup de demandes qui ont été réprimées au cours des dernières années. Donc, des jeunes ou des moins jeunes qui sont en colocation, qui habitent chez leurs parents plus longtemps que ce qu'ils auraient voulu. Donc, même si on réduit beaucoup l'immigration, il y a beaucoup de demandes qui ont été réprimées. On estime environ 700 000 ménages qui n'ont pas été formés et qui vont probablement se former une fois que les unités vont être disponibles. Je pense que je jaserais de ça pendant 1 heure. Je trouve que les sujets sont très intéressants. Je vais demander à Serge, combien il nous reste de temps, Serge? Il nous reste 1 minute à peu près. Le taux de fécondité au Québec, M. Giroux, est à 1,33 enfants par ménage. Donc, pour faire simple, là, les ménages qui faisaient à une certaine époque 2-3 enfants par famille, là, on est à 1,33. C'est un creux historique. À quel point la dénatalité au Québec, ça vous inquiète, tant sur le plan de la vitalité économique que de l'avenir du Québec et du Canada? Sur le point de vue de la vitalité économique, c'est certain qu'une population qui décroît n'a pas la même vitalité. Et ça, on le voit au Japon, on le voit en Allemagne, on le voit en Corée du Sud, qui sont 3 pays qui font face à une dénatalité très importante, le Japon étant le plus avancé. C'est des choix de société, donc en tant qu'économiste de formation, je ne peux pas vraiment me prononcer là-dessus, mais c'est sûr que ça a des impacts importants sur la vitalité économique. Ça a aussi un impact important sur les finances publiques, surtout au niveau provincial, parce que des gens qui vieillissent, une population qui vieillit, accroît la pression sur les finances publiques. Une personne de 60 ans coûte moins cher qu'une personne de 90 ans. Donc, quand le nombre de personnes âgées et très âgées augmente, ça accroît exponentiellement la pression sur les finances publiques. Cela étant dit, très rapidement, on a des régimes de retraite qui sont bien capitalisés, le régime des rentes du Québec. Donc, de ce point de vue-là, on est à l'abri, mais il y a d'autres secteurs de l'économie qui vont être sous pression. Yves Giroux, comme je le disais, fort intéressant en 15 secondes. Si à Québec, on vous appelle pour vous embaucher comme directeur parlementaire du budget, les libéraux aimeraient ça qu'à Québec, à l'Assemblée nationale, il y ait un chien de garde. Vous accepteriez le mandat? Je consulterai ma tendre épouse pour voir si elle veut déménager à Québec avant. Yves Giroux, ex-directeur parlementaire du budget, économiste de formation. Merci beaucoup. C'est un